Dans une petite ville du sud divisée par les préjugés, l'intégrité d'un homme et un retournement de situation choquant vont tout changer. Un accident de la route marque à jamais deux vies. La lutte d'un homme pour la rédemption et le combat de l'autre contre ses propres préjugés se heurtent dans une histoire choquante de trahison, de confiance et d'héroïsme inattendu. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Epic Story Moment. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable. Si vous appréciez l'histoire, aimez, partagez et laissez un commentaire, cela nous aide à vous apporter encore plus d'histoires touchantes. Et nous aimerions savoir, d'où nous regardez-vous? Restons connectés. James Carter est un homme noir de 30 ans, fier fils d'un vétéran militaire décoré qui fut autrefois un pilier de la communauté. L'héritage de son père pèse lourdement sur lui, à la fois source d'inspiration et fardeau. En grandissant, James a intégré le sens inébranlable de l'honneur, de la justice et de la discipline de son père, des qualités qui le définissent aujourd'hui alors qu'il travaille sans relâche dans son petit atelier de mécanique situé à la périphérie de la ville. Connu pour sa précision et son honnêteté, James s'est bâti une réputation de meilleur mécanicien de la région. Pourtant, malgré ses contributions et son caractère constant, il n'est pas étranger à l'hostilité discrète et aux discriminations voilées qui imprègnent cette petite ville du sud qu'il appelle chez lui. Il avance avec une détermination calme, refusant de laisser les préjugés des autres dicter sa vie, même lorsque cela le blesse. La ville elle-même est pittoresque mais profondément divisée, son charme apparent masquant des années de tensions raciales tacites. De vieux bâtiments en briques bordent la rue principale, avec un dîner au centre, un lieu où les lignes de division sont subtilement tracées. Les clients blancs occupent leurs banquettes habituelles, tandis que les résidents noirs s'installent souvent à l'arrière. Le poste de police, à un pâté de maison, impose davantage qu'il ne protège pour certains. Pendant ce temps, l'atelier de James, un petit garage vieilli avec une enseigne fanée indiquant « Carter S Auto Repair », se dresse comme un symbole de sa persévérance silencieuse. C'est un lieu où il met tout son cœur dans son travail, offrant des prix équitables et un service fiable à tous ceux qui veulent bien lui donner une chance. L'officier Mike Reynolds, un homme blanc d'une quarantaine d'années, fait partie de ceux qui ne lui ont pas encore totalement accordé cette chance, du moins pas encore. Mike a passé 2 décennies dans la police, patrouillant dans ces rues et apprenant à connaître les rythmes de la ville. Pour beaucoup, il est perçu comme un agent fiable, quelqu'un qui prend son travail au sérieux. Mais derrière cette image se cache un homme façonné par un passé complexe. Élevé dans un foyer où des préjugés subtils étaient considérés comme normaux, Mike n'a jamais vraiment remis en question la vision du monde qu'on lui a transmise. Il ne se voit pas comme une mauvaise personne, il n'a jamais cherché à nuire volontairement à qui que ce soit, mais ses biais non examinés influencent la manière dont il interagit avec des personnes comme James. Un matin, leurs chemins se croisent au dîner, où James s'arrête pour un café rapide avant de se rendre à son atelier. Mike, en uniforme et assis au comptoir, le regarde brièvement avant de retourner à son repas. L'interaction est brève mais chargée de sous-entendus que ni l'un ni l'autre ne reconnaissent pleinement. Pour James, c'est un autre rappel de la manière dont il est souvent perçu, sinon comme une menace, alors comme quelqu'un qui n'appartient pas tout à fait à cet endroit. Pour Mike, ce n'est qu'un autre moment de sa journée, ses présomptions inconscientes sur James passant inaperçues. Les tensions tacites de la ville se tissent dans tous les aspects de la vie ici. C'est dans la façon dont certains regards s'attardent trop longtemps lorsque James entre dans une pièce, dans la manière dont les conversations changent subtilement en sa présence. C'est dans la manière dont Mike accomplit ses devoirs, parfois en surcompensant pour éviter de paraître biaisé, d'autres fois en s'appuyant inconsciemment sur ces mêmes biais. Ni l'un ni l'autre ne le sait encore, mais leurs vies vont bientôt entrer en collision d'une manière qui les obligera à affronter non seulement l'autre, mais aussi les fondations mêmes de leurs croyances. Alors que James quitte le dîner et se rend à son atelier, le soleil matinal baigne la ville d'une lumière chaude, masquant les courants de division qui ondulent juste sous la surface. Mike termine son café et part en patrouille, son esprit déjà occupé par les tâches banales de la journée à venir. Aucun des deux ne peut prévoir que ce matin ordinaire est le calme avant une tempête qui remettra en question tout ce qu'ils croient savoir sur eux-mêmes, sur l'autre, et sur le monde dans lequel ils vivent. Il était tard, les rues silencieuses sous un ciel étoilé, lorsque James Carter rentrait chez lui après une longue journée à l'atelier. Le doux ronronnement de son vieux pick-up était le seul son brisant le calme.
En abordant un virage à la périphérie de la ville, ses phares éclairèrent une scène terrifiante, une voiture écrasée sur le bord de la route, ses feux de détresse clignotant faiblement, et une silhouette immobile étendue sur l'asphalte. Le pouls de James s'accéléra. Instinctivement, il s'arrêta, saisit son téléphone et se précipita sur les lieux. La victime était un homme en uniforme, l'officier Mike Reynolds. Sa voiture de patrouille avait été percutée et projetée dans un fossé, son flanc méconnaissable tant il était cabossé. Mike gisait sur le trottoir, gémissant faiblement, du sang coulant d'une entaille sur son front. James s'accroupit à ses côtés, les mains tremblantes, tentant d'évaluer la situation. « Tiens bon, mec. Les secours arrivent, » murmura James en composant le 911. Il expliqua la localisation de l'accident et resta en ligne, sa voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait son corps. En attendant l'ambulance, James parla à Mike, espérant le maintenir conscient. « Et, officier, restez avec moi. Vous m'entendez ? Vous allez vous en sortir. » Les yeux de Mike s'ouvrirent brièvement, vitreux de confusion. Il marmonna quelque chose d'incohérent avant de replonger dans une semi-inconscience. Le hurlement des sirènes brisa le silence alors qu'une ambulance et 2 voitures de police arrivaient sur les lieux. Les ambulanciers se précipitèrent auprès de Mike, le stabilisant et le préparant pour le transport. Mais tandis que James se tenait sur le côté, expliquant ce qu'il avait vu aux officiers présents, il sentit un changement dans leur attitude. Leurs regards se firent méfiants, leurs mains se posant près de leurs armes. « Que faites-vous ici ?» demanda un officier d'un ton tranchant. « J'ai vu l'accident », expliqua James calmement, sa voix ne trahissant aucune irritation. « Je me suis arrêté pour aider et j'ai appelé une ambulance. » Les officiers échangèrent des regards, leur scepticisme évident. « Et vous n'avez pas vu qui l'a percuté ?» « Non, » répondit James, sa frustration montant en lui. « Je passais par là quand j'ai vu l'accident. Je me suis arrêté parce que je pensais que quelqu'un avait besoin d'aide. » Au lieu de gratitude, James se heurta à de la suspicion. « Que faisiez-vous ici à cette heure tardive ?» demanda un autre officier, ses paroles lourdement chargées d'implication. James sentit le poids de la question, la piqûre familière d'être jugé sur son apparence plutôt que sur ses actions. Il garda un ton mesuré. « Je rentrais du travail. Écoutez, j'ai appelé le 911. Je n'étais pas obligé de m'arrêter, mais je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. » Les officiers semblaient peu convaincus. L'un d'eux fit un geste pour que James s'éloigne tandis qu'un autre commença à l'interroger plus agressivement, posant des questions qui semblaient hors de propos. Leur méfiance ne reposait pas sur des preuves, mais sur des préjugés inconscients. Alors que les ambulanciers chargeaient Mike dans l'ambulance, celui-ci bougea brièvement, son regard se posant sur James. Désorienté et souffrant, il peinait à comprendre la scène. Il entendait les questions adressées à James mais manquait de force pour intervenir. Son silence bien que compréhensible résonnait comme une trahison pour James, qui subissait les regards appuyés des officiers. La frustration de James grandissait, mais il la ravala, conscient que perdre son calme ne ferait qu'empirer les choses. « Vérifiez mon téléphone », dit-il enfin, tendant son appareil à l'un des officiers. « Vous verrez l'appel au 911. J'essayais juste d'aider. » L'officier hésita, puis prit le téléphone, parcourant le journal des appels. Son expression se détendit légèrement, mais la tension persistait. « Vous êtes libre de partir pour l'instant, » dit-il d'un ton peu chaleureux. « Mais ne quittez pas la ville. Nous pourrions avoir d'autres questions. » James hocha la tête, la mâchoire serrée. Sans un mot de plus, il retourna à son pick-up, le cœur lourd. Il avait tout fait correctement, il s'était arrêté pour aider un homme dans le besoin, avait appelé les secours et attendu leur arrivée. Pourtant, il était traité comme un suspect plutôt que comme un bon samaritain. En conduisant vers chez lui, James repassait la scène dans son esprit, partagé entre colère et résignation. Il se demandait si son père, un homme qui avait consacré sa vie à servir son pays, avait déjà ressenti ce même poids. Ses sacrifices comptaient-ils si peu face aux préjugés ? Pendant ce temps, Mike était allongé dans l'ambulance, l'esprit embrumé par la douleur et la confusion. Des éclairs de l'accident et le visage de James traversaient sa mémoire. Au fond de lui,
Une partie de lui savait que James l'avait aidé, mais il n'avait pas la force de rassembler toutes les pièces. La nuit s'acheva avec James seul dans sa petite maison, regardant la photo de son père sur le manteau de la cheminée, et Mike inconscient dans un lit d'hôpital, ignorant les répercussions que cet instant allait déclencher. Les deux hommes étaient désormais liés par un acte de hasard, un acte qui les obligerait à confronter leurs préjugés, leurs peurs, et, en fin de compte, leur humanité. James Carter se réveilla le lendemain de l'accident, le poids de la nuit précédente pesant lourdement sur lui. Il avait agi comme toute personne de conscience l'aurait fait, s'arrêter pour aider quelqu'un dans le besoin. Pourtant, le souvenir de la suspicion des policiers flottait en lui, amer comme un goût qu'il ne pouvait chasser. À son atelier, il tenta de se concentrer sur son travail, mais les clients, qui autrefois le saluaient chaleureusement, semblaient plus froids, leurs regards chargés de questions non dites. Dans cette petite ville, les rumeurs circulaient vite. Bien que les détails soient flous, on murmurait que James avait été impliqué dans l'accident d'un officier. Plus tard dans l'après-midi, 2 policiers se présentèrent à son atelier, attirant les regards curieux des passants. James sortit de sous le capot d'une voiture, s'essuyant les mains sur un chiffon, et les accueillit avec une politesse calme qui masquait son malaise. « Nous avons juste quelques questions supplémentaires sur la nuit dernière », dit l'un des policiers, d'un ton neutre, mais avec des yeux scrutateurs. James hocha la tête. « Je vous ai déjà tout raconté. Je rentrais chez moi, j'ai vu l'accident et je me suis arrêté pour aider. » Le second officier s'approcha, sa voix plus ferme. « Vous n'avez pas vu la voiture qui a percuté l'officier Reynolds? Pas même un aperçu? » « Non, » répondit James, sa frustration montant. « Je vous l'ai dit, j'étais là après que c'était arrivé. » Les policiers échangèrent un regard avant que l'un d'eux ne dise « Nous resterons en contact. » Leur ton n'était pas explicitement menaçant, mais il laissa James avec un sentiment persistant de malaise. Alors qu'il s'éloignait, il aperçut un voisin de l'autre côté de la rue, secouant la tête en signe de désapprobation. À l'intérieur de l'atelier, James s'assit, le regard fixé sur la photo de son père accrochée au mur. Son père lui avait toujours dit de rester droit, de faire ce qui est juste, peu importe les obstacles. Mais, assis là, entouré des outils de son métier et de l'hostilité silencieuse d'une ville apparemment prête à croire au pire, James ressentit le poids de ses paroles comme jamais auparavant. « Est-ce que ça valait vraiment la peine ?» murmura-t-il pour lui-même. Son père avait combattu pour ce pays, avait tant sacrifié, et pourtant, James était traité comme un criminel pour avoir fait ce qui était juste. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, l'officier Mike Reynolds reposait dans un lit d'hôpital, la tête douloureuse et le corps raide. Le bip régulier des moniteurs était un rappel constant qu'il avait frôlé la mort dans cet accident. Mike flottait entre sommeil et éveil, des fragments de l'accident lui revenant par vagues, les phares aveuglants, l'impact, et ensuite le visage d'un homme penché sur lui, parlant calmement. Il se souvenait de James. Au début, cette image l'inquiétait, mais à mesure qu'il y repensait, il devenait clair que James l'avait aidé, et non blessé. La porte de sa chambre grinça, et Mike entendit 2 officiers discuter dans le couloir. « Je ne sais pas, » dit l'un. « Ça ne ressemble pas à un simple délit de fuite. La façon dont sa voiture a été touchée, c'est presque comme si quelqu'un essayait de... »« Tais-toi », l'autre l'interrompit. « On en parlera plus tard. » Le pouls de Mike s'accéléra. Il tenta de rassembler ses pensées confuses. Cet accident était-il plus qu'il ne semblait? Si c'était le cas, qui pouvait-il avoir confiance? Le visage de James lui revint à l'esprit, et une vague de doute le traversa. Pouvait-il faire confiance à l'homme qui l'avait aidé? Et s'il le faisait, comment le reste de la police réagirait-elle? Le lendemain, alors que James fermait son atelier, il remarqua une voiture de police garée au bout de la rue. Il n'était pas rare de voir des policiers passer par là, mais celle-ci restait immobile. James sentit son estomac se nouer. Le surveillait-il? Au même moment, Mike regardait par la fenêtre de sa chambre d'hôpital, luttant contre une suspicion croissante que quelqu'un avait peut-être voulu l'écarter. Son esprit était envahi de questions, et une pensée revenait sans cesse. S'il voulait des réponses, il aurait peut-être besoin d'aide. Mais James était-il la bonne personne à qui s'adresser? La scène s'efface dans la nuit, les 2 hommes perdus dans leur lutte respective.
James, assis dans son petit salon, luttait contre l'hostilité croissante qu'il ressentait et ses doutes sur l'héritage de son père. Mike, regardant dans l'obscurité à travers la fenêtre de l'hôpital, se débattait avec la question de savoir s'il devait tendre la main à l'homme que tout le monde semblait vouloir blâmer. Dans l'ombre de la ville, des forces invisibles s'activaient, leurs motifs cachés mais leur présence palpable. La suspicion, le doute et le danger flottaient dans l'air, et aucun des deux hommes ne pouvait chasser l'impression que quelque chose de bien plus grand qu'eux était sur le point de se produire. Les jours suivant l'accident devinrent de plus en plus difficiles pour James Carter. Ce qui avait commencé comme un acte de compassion s'était transformé en cauchemar. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans la petite ville du Sud, alimentée par les bavardages au dîner local et les murmures dans les allées de l'épicerie. Il était là quand ça s'est passé, disaient les gens. Peut-être qu'il en sait plus qu'il ne le laisse entendre. Certains insinuaient même que James pourrait être impliqué dans l'accident. Son atelier, autrefois animé par une clientèle fidèle, était désormais étrangement silencieux. Les habitués évitaient son regard ou trouvaient des excuses pour aller ailleurs. James tenta de passer outre, se concentrant sur les rares voitures qui entraient encore, mais le poids financier se faisait sentir, tout comme la douleur de se sentir trahi. Un soir, alors qu'il fermait son atelier, James trouva un mot glissé sous l'essuie-glace de sa voiture. L'écriture brouillonne disait « Astérisque, reste à ta place. Cette ville n'oublie jamais. » Astérisque, il froissa le papier dans son poing, la mâchoire serrée. Ce n'était pas la première menace qu'il recevait, mais celle-ci semblait plus personnelle. Plus tard dans la soirée, assis dans son petit salon, James fixa la photo de son père en uniforme accrochée au mur. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit, astérisque, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, fils. C'est faire ce qui est juste, même quand on a peur. Astérisque, James ressentait un conflit profond entre l'homme qu'il voulait être et la frustration qui menaçait de le consumer. Pendant ce temps, l'officier Mike Reynolds faisait face à ses propres défis. Bien que son corps guérisse, son esprit était agité. Il ne pouvait se défaire de l'idée que l'accident n'était pas un simple délit de fuite. Les détails de la scène, l'angle précis de l'impact, la vitesse à laquelle l'autre voiture avait fui, ne collaient pas. Mais lorsqu'il partagea ses inquiétudes avec ses collègues, ils rejetèrent ses préoccupations. « Mike, tu viens juste de sortir de l'hôpital », dit un officier en lui tapotant l'épaule. « Laisse le département gérer ça. Tu as besoin de te reposer. » Mais Mike ne pouvait pas se reposer. Quelque chose dans cette affaire le hantait. Il commença à examiner les rapports par lui-même, épluchant les déclarations des témoins et les enregistrements des caméras de circulation tard dans la nuit. Plus il creusait, plus il trouvait de questions. Pourquoi n'y avait-il pas d'image claire de la voiture qu'il avait percutée? Pourquoi l'enquête avait-elle été suspendue si rapidement? Ses pensées revenaient inévitablement à James. L'homme avait été là pour l'aider, mais les rumeurs de la ville avaient semé le doute. James pourrait-il être impliqué? Ou était-il la cible de jugements hâtifs? Mike décida de rendre visite à James, mais avant de pouvoir le faire, il découvrit un détail qui lui glaça le sang. La voiture qu'il avait percutée n'était pas anodine, elle était immatriculée à une société écran liée à l'une des familles les plus riches et influentes de la ville, les Whitmore. Les Whitmore étaient intouchables dans la communauté. Ils possédaient des entreprises, faisaient des dons pour des causes locales et avaient des liens profonds avec le département de police. Si cette famille était impliquée, Mike savait qu'il marchait sur un terrain dangereux. Le lendemain, Mike confronta son supérieur à propos de cette connexion. « Les Whitmore pourraient être liés à mon affaire. Il faut enquêter, dit-il d'une voix ferme. Son chef secoua la tête. « Mike, tu prends ça trop à cœur. Il n'y a aucune preuve solide, et on ne peut pas s'attaquer à des gens comme les Whitmore sans raison valable. Laisse tomber. » Mike quitta le poste, bouillonnant de colère. Il sentait le poids de sa vulnérabilité, encore en convalescence, remettant en question ses collègues, et luttant contre un système qui semblait vouloir étouffer la vérité. Malgré ses réticences, Mike comprit qu'il ne pouvait pas agir seul. Contre son meilleur jugement, il décida de rendre visite à James à son atelier. Lorsqu'il arriva, James était sous le capot d'une voiture, l'air fatigué mais concentré. « Qu'est-ce que tu veux ?»
demanda James en s'essuyant les mains sur un chiffon. Je dois parler, répondit Mike. Sa voix manquait de son autorité habituelle, teintée d'une incertitude inhabituelle. À propos de l'accident. James hésita, plissant les yeux. Tu crois que j'ai quelque chose à voir avec ça? Non, dit rapidement Mike. Enfin, je ne pense pas. Mais quelque chose cloche, et j'ai besoin de ton aide. James croisa les bras, étudiant Mike. L'attitude distante de l'officier avait disparu, remplacée par un homme qui semblait aussi perdu que lui. Tu as du culot de venir ici, dit James. Je sais, admit Mike. Mais je sais aussi que tu tiens à découvrir la vérité autant que moi. Et je crois qu'il y a plus derrière tout ça que ce qu'on imagine. La conversation fut tendue, aucun des deux hommes ne faisant totalement confiance à l'autre, mais elle se termina par un accord fragile de travailler ensemble. Ils comprenaient tous deux les enjeux, James risquait de ternir encore plus sa réputation, et Mike risquait sa carrière. Mais pour la première fois, il entrevoyait une lueur de terrain d'entente. Alors que le soleil se couchait sur la ville, les deux hommes restèrent devant l'atelier, leur alliance précaire forgée par la nécessité. Sans qu'ils le sachent, une voiture noire était garée plus loin dans la rue, son conducteur observant chacun de leurs mouvements. La conspiration qu'ils commençaient à démêler était bien plus dangereuse que tout ce qu'ils avaient imaginé. James était assis à la table de sa cuisine, tard dans la nuit, fixant le drapeau poussiéreux soigneusement plié dans un étui en bois triangulaire. Ce drapeau avait été remis à sa mère lors des funérailles de son père, en reconnaissance solennelle de son service. James passa ses doigts le long du bord de l'étui, laissant son esprit vagabonder vers le passé. Dans ses souvenirs, son père était une figure imposante, à la fois littéralement et métaphoriquement. Il pouvait encore entendre la cadence apaisante de sa voix, calme et rassurante, lui enseignant des leçons sur l'honneur et l'intégrité. Astérisque, fils, avait dit son père un jour, s'agenouillant devant un jeune James avec une main sur son épaule, les gens te jugeront pour des choses que tu ne peux pas contrôler. Mais c'est à toi de décider qui tu es et de t'y tenir, peu importe ce qu'ils pensent. C'est ça, la vraie force. Astérisque. Le flashback s'évanouit, mais les mots restèrent. James serra les poings, puisant de la force dans la sagesse de son père. De l'autre côté de la pièce, sa mère, Evelyn, l'observait silencieusement. « Tu penses encore à ton père ?» demanda-t-elle, d'une voix douce mais pleine de compréhension. James hocha la tête. « Je ne comprends pas, maman. J'ai fait ce qu'il aurait voulu, j'ai aidé quelqu'un dans le besoin. Et maintenant, tout s'écroule. » Evelyn s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Ton père disait toujours que le bon chemin n'est pas toujours le plus facile. Cette ville ne le voit peut-être pas pour l'instant, mais tu as fait ce qui était juste. C'est ça qui compte. » Sa foi inébranlable en lui apporta à James un certain apaisement, mais elle n'effaça pas l'amertume qu'il ressentait. Ses paroles lui rappelèrent néanmoins qu'il n'était pas totalement seul. De l'autre côté de la ville, Mike était assis à sa table de cuisine dans un tout autre silence. Son fils adolescent, Ryan, était en face de lui, plongé dans son téléphone. La lumière de l'écran éclairait le visage de Ryan, mais Mike pouvait voir la tension dans sa mâchoire serrée et ses sourcils froncés. « Tu travailles encore sur cette affaire, pas vrai ?» demanda Ryan sans lever les yeux. Mike fronça les sourcils. « Ce n'est pas juste une affaire, Ryan. J'ai failli mourir. » Ryan posa son téléphone et regarda son père droit dans les yeux. « Ouais, et l'homme qui t'a sauvé la vie est traité comme un criminel. Ça ne te dérange pas ?» Mike soupira, passant une main sur sa nuque. « C'est compliqué. Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. »« Pourquoi ?» l'interrompit Ryan, d'un ton tranchant. « Parce qu'il est noir ?» La question frappa Mike comme un coup de poing. « Ce n'est pas ce que j'ai dit, » répondit-il sur la défensive. « Tu n'as pas besoin de le dire, » rétorqua Ryan. « Tu m'as toujours appris à regarder les faits, à chercher la vérité. La vérité, c'est qu'il t'a sauvé la vie, et maintenant tu le traites comme s'il était l'ennemi. » Mike ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en sortit. Ryan attrapa son téléphone et se leva. « Peut-être que tu devrais réfléchir à quel genre d'exemple tu donnes, » lança-t-il avant de monter à l'étage, laissant Mike seul avec ses pensées.
Le lendemain, Mike retourna au poste, déterminé à approfondir l'enquête. Sa collègue, l'officier Karen Lopez, s'approcha de lui avec prudence. Karen, forte de ses 10 ans d'expérience, était reconnue pour son instinct affûté. « Tu ne comptes pas lâcher l'affaire, hein ?» demanda-t-elle en lui tendant une tasse de café. « Et toi, tu le ferais ?» rétorqua Mike. Karen hésita, puis se pencha un peu plus près. « J'ai entendu quelque chose l'autre jour. Apparemment, les Whitmore font pression sur le département pour qu'on enterre tout ça. Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, c'est bien plus qu'un simple délit de fuite. » Les yeux de Mike se plissèrent. « Et tu me dis ça seulement maintenant ?» Karen soupira. « Je te le dis parce que j'ai confiance en toi, Mike. Mais fais attention. Ceux qui s'opposent aux Whitmore ne s'en sortent généralement pas indemnes. » Ces paroles restèrent en suspens, un rappel brutal des risques. La réticence de Karen à le soutenir ouvertement ne faisait que confirmer ce que Mike soupçonnait déjà, le département n'était pas aussi uni qu'il le paraissait. De retour à son atelier, James fut surpris de voir Ryan arriver à l'improviste. L'adolescent se présenta maladroitement, expliquant qu'il voulait remercier James pour avoir aidé son père. « Je ne sais pas s'il te le dira un jour, mais tu lui as sauvé la vie, » dit Ryan, fixant le sol. « Je voulais juste que tu saches que tout le monde ne te croit pas coupable. » James fut touché par ce geste. « Merci, gamin, » répondit-il doucement. « Ça compte beaucoup pour moi. » Alors que Ryan s'éloignait, James le regarda partir, sentant une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, il y avait une chance de combler le fossé. Pendant ce temps, Mike, dans son salon, tournait en rond, les mots de Karen résonnant dans son esprit. L'implication des Whitmore changeait tout, mais il ne pouvait se défaire de l'idée qu'il avait besoin d'aide, de quelqu'un qui ne soit pas lié au département ou à la structure de pouvoir de la ville. Il prit son téléphone, hésita un instant, puis composa le numéro de James. La ligne sonna 2 fois avant que James ne réponde. « C'est Mike, dit-il. Il faut qu'on parle. » Le silence de James à l'autre bout de la ligne en disait long. Enfin, il répondit, « T'es sûr de ça ?» Mike soupira. « Non. Mais je pense qu'on n'a plus vraiment le choix. » La scène se termina sur un accord entre les deux hommes, leur alliance fragile se renforçant à mesure qu'ils se préparaient à affronter un adversaire puissant. Tous deux savaient que le chemin qui les attendait mettrait leur courage à l'épreuve, mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient reculer. L'alliance fragile entre James et Mike continua à évoluer alors que les deux hommes unissaient leurs efforts, avançant dans leur enquête malgré les tensions croissantes entre eux. Aucun des deux n'était totalement à l'aise avec l'autre, mais ils partageaient un objectif indéniable, découvrir la vérité sur l'accident et révéler la corruption qui l'avait étouffé pendant si longtemps. Les premiers jours furent marqués par des silences pesants alors qu'ils examinaient les preuves. James, le mécanicien, procédait avec méthode et précision, retraçant soigneusement les indices laissés par le conducteur. Mike, l'officier, avait accès à des ressources et comprenait les rouages des coulisses, mais sa frustration face à l'inaction de son département l'incitait à ne faire confiance à personne. Un après-midi, alors qu'il visionnait des enregistrements de caméras de circulation datant de la nuit de l'accident, Mike se figea. Il pointa l'écran du doigt. « C'est elle, » murmura-t-il. « Cette voiture. Je l'ai déjà vue. » James se pencha, plissant les yeux devant l'image d'une berline noire élégante filant loin de la scène. Elle était reconnaissable, une voiture de luxe haut de gamme, impeccablement entretenue, avec un logo distinct sur le cadre de la plaque d'immatriculation. « À qui appartient-elle » demanda James. Mike tapota nerveusement ses doigts sur la table, son regard se durcissant. « C'est la voiture d'Alan Whitmore, l'un des plus gros entrepreneurs de la ville. Il possède la moitié des propriétés ici, et sa famille est implantée ici depuis des générations. » Le nom fit frissonner James. Les Whitmore étaient une famille puissante et bien connectée, et Mike savait que les défier signifiait se mettre en danger, ainsi que tous ceux qui participeraient à cette lutte. Mais plus il creusait, plus les preuves s'accumulaient. L'entreprise des Whitmore semblait impliquée dans des magouilles avec les autorités locales, et l'accident n'était qu'un épisode parmi tant d'autres couvertures. Le poids de leur découverte commença à se faire sentir.
Lorsqu'ils se rencontrèrent dans un parking mal éclairé une nuit pour discuter de leurs conclusions, la tension entre eux atteignit un point de rupture. « Je ne comprends pas, Mike, » dit James en levant les bras, exaspéré. « Tu es flic. Comment peux-tu laisser ça se produire? Tu fais partie de ce système. » La mâchoire de Mike se crispa. « Tu crois que je ne le sais pas ?» lança-t-il. « Tu crois que je ne vois pas ce qui cloche dans cette ville? Mais j'ai une famille à protéger, James. Je ne peux pas tout détruire sans réfléchir. » La voix de James se radoucit, sa colère laissant place à une certaine vulnérabilité. « Je n'ai pas le luxe de prendre mon temps, Mike. Des hommes comme moi, des noirs dans cette ville, on n'a pas de seconde chance. Toute ma vie, je me suis battu pour être vu comme un homme, pas comme un stéréotype. Et je suis fatigué d'être celui qu'on accuse quand quelque chose tourne mal. » Mike resta silencieux un long moment, le poids des mots de James s'imposant entre eux. Il n'avait jamais vraiment compris ce que James avait enduré, ce que cela signifiait d'être constamment jugé sur la couleur de sa peau, mais il commençait à en saisir les nuances. « On est ensemble dans cette histoire, » dit finalement Mike, d'une voix plus calme. « Mais on doit être prudent. Si Whitmore est impliqué, ça pourrait devenir dangereux. Les gens feront tout pour protéger les leurs. » James hocha la tête, son esprit en ébullition. Ils avaient découvert assez pour faire éclater l'affaire, mais cela pourrait leur coûter cher. Leur vie, leur famille, leur avenir, rien n'était garanti. Au fil des jours suivants, la tension continua de monter. Les recherches de Mike sur la famille Whitmore révélèrent à quel point ils étaient enracinés dans la structure de pouvoir de la ville. Leur influence s'étendait à tous les niveaux de la communauté, de la politique aux affaires, en passant par les forces de l'ordre. Il était clair que les faire tomber nécessiterait plus que quelques preuves, cela nécessiterait un combat pour l'âme même de la ville. Pendant ce temps, James découvrit une connexion personnelle qui rendit l'affaire encore plus complexe. En consultant d'anciens articles de journaux, il tomba sur une photo qui lui glaça le sang, Alan Whitmore posant à côté de son propre père, des années auparavant, lors d'une cérémonie pour les anciens combattants. James fixa la photo, incrédule. Son père avait connu Whitmore. Ils avaient servi ensemble dans l'armée, combattu dans les mêmes bataillons, et partagé le même code d'honneur. La connexion de Whitmore à son père rendait l'affaire encore plus personnelle. Les mains tremblantes, James s'appuya contre la table. « Mike, viens voir ça », dit-il d'une voix vacillante. Mike s'approcha et vit la photo. Son expression se durcit en reconnaissant le visage d'un homme qu'il avait côtoyé depuis des années, mais qui avait toujours échappé à ceux qui remettaient en question son autorité. « Ça complique les choses », dit Mike d'une voix grave. James acquiesça, un sentiment de trahison montant en lui. « Ce n'est plus seulement à propos de moi. C'est pour mon père. Il a combattu pour ce pays. Il a donné sa vie pour lui. Et maintenant, voilà Whitmore, le même homme qui a aidé à cacher la vérité derrière l'accident qui a failli te tuer. » La révélation fit l'effet d'un coup de massue. Ce n'était pas seulement une question de corruption à exposer, c'était une confrontation avec des liens personnels profonds qui avaient façonné leur vie. James n'aurait jamais imaginé que l'héritage de son père viendrait avec un fardeau si lourd. Mike vit la douleur dans les yeux de James, réalisant que l'homme qu'il admirait avait été mêlé à ceux qu'il combattait. Les enjeux étaient plus élevés qu'il ne l'avait imaginé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'histoire prit alors une dimension morale plus complexe. James ne se battait plus seulement pour la justice, il se battait pour l'honneur de son père. Mais chaque pas en avant l'entraînait plus profondément dans un dilemme moral. Pourrait-il révéler la vérité sans détruire l'héritage de l'homme qu'il avait tant aimé? Mike pourrait-il vraiment l'aider, sachant les enjeux personnels? Leur tension n'était plus uniquement liée à l'affaire, elle portait sur l'identité, la loyauté et le coût de la vérité. Les jours qui suivirent la révélation sur Alan Whitmore furent marqués par une montée de danger palpable, alors que les enjeux atteignaient des sommets insupportables. James sentait la pression augmenter d'heure en heure, les murs se refermant autour de lui. Whitmore avait remarqué leur enquête, et sa réponse fut rapide et implacable. Un soir, alors que James fermait son garage, une berline noire élégante s'arrêta devant. Le grondement sourd du moteur résonna dans le calme de la rue.
La vitre s'abaissa, et James reconnut immédiatement le visage qui apparut. C'était Carl, l'un des associés de Whitmore, dont la simple présence suffisait à faire frissonner James. « Carter ?» demanda Carl d'un ton sec et menaçant. James, prudent mais calme, hocha la tête. « Oui, qu'est-ce que vous voulez ?» Les yeux froids de Carl se fixèrent sur lui. « Monsieur Whitmore veut te parler. » Sans attendre de réponse, Carl descendit de la voiture et fit signe à James de le suivre. La tension était palpable. James hésita, mais finit par monter dans la voiture, conscient qu'il avait peu de choix. Ils roulèrent jusqu'à un domaine privé à la périphérie de la ville, un lieu qui respirait le pouvoir et le privilège. À l'intérieur, Alan Whitmore était assis derrière un bureau imposant, ses traits acérés éclairés par la lumière tamisée des lampes. Il incarnait l'homme d'affaires par excellence, calme, contrôlé, mais avec une menace subtile dans le regard. « James » dit Whitmore d'une voix douce, presque amicale. « Il paraît que tu fais des vagues. Tu te mêles de choses qui ne te concernent pas. On m'a dit que tu avais une certaine réputation, n'est-ce pas ?» James resta droit, le cœur battant à tout rompre mais le visage impassible. « Je cherche juste la vérité » répondit-il d'un ton égal. Whitmore se pencha en avant, les doigts croisés sur le bureau. « La vérité ? Tu as du courage, mais il est mal placé. Tu te cherches des ennuis, Carter. Je te propose une porte de sortie. » L'offre arriva comme une gifle, Whitmore était prêt à le corrompre, à effacer toute l'affaire avec un pot de vin. Les yeux de James se plissèrent tandis que Whitmore glissa un chèque sur la table, le montant inscrit en chiffres gras et presque irréel. « Prends ça. Reste tranquille. Personne n'a besoin de savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu es intelligent. Tu sais comment rendre ta vie plus facile. » James fixa le chèque un instant, écrasé par le poids de la décision. Ce pot de vin n'était pas qu'une question d'argent, il s'agissait de son intégrité, de l'héritage de son père, et de la boussole morale qui l'avait toujours guidé. Mais la tentation était réelle. Le monde dans lequel il vivait n'était pas clément envers ceux qui s'opposaient aux puissants. Mais alors qu'il tendait la main vers le chèque, les paroles de son père résonnèrent dans son esprit, astérisque, fais ce qui est juste, même si c'est difficile. Astérisque. James retira sa main, sa voix ferme. Je n'ai pas besoin de votre argent, monsieur Whitmore. Et je ne me tairai pas. Les yeux de Whitmore s'assombrirent, une colère froide et scintillant. Tu ne comprends pas les forces auxquelles tu fais face. Ne rends pas les choses plus compliquées. Carl se plaça aux côtés de James, une menace silencieuse, mais James ne recula pas. Il resta debout, résolu. Je ne reculerai pas. Ni pour vous, ni pour personne. Le sourire de Whitmore disparut, remplacé par une expression glaciale de mépris. Alors, tu as fait ton choix. Mais souviens-toi, Carter, tu l'auras cherché. Le retour en voiture se fit dans un silence oppressant. Dès que la voiture s'arrêta devant le garage, Carl poussa James hors du véhicule sans un mot. Mais James ne se sentait pas vaincu. Il se sentait plus fort. Refuser l'offre de Whitmore était une victoire, un acte de résistance silencieux mais profond. Plus tard dans la soirée, Mike rejoignit James pour discuter des prochaines étapes. Assis dans le garage faiblement éclairé, entouré par l'odeur de l'huile et du métal, James lui raconta la rencontre. Je lui ai dit non. Je ne serai pas racheté. Je ne le laisserai pas étouffer cette affaire. Mike s'adossa, son expression difficile à lire. Il avait vu des hommes comme Whitmore auparavant, des hommes qui utilisaient leur pouvoir pour manipuler les autres. Mais ce qui le frappait le plus chez James, c'était son intégrité inébranlable. Tu aurais pu prendre cet argent. Ça aurait été plus simple, dit Mike d'une voix basse. James croisa son regard sans vaciller. Plus simple, oui. Mais pas juste. Les mots frappèrent Mike comme un éclair. À cet instant, il comprit combien James avait enduré, et combien il avait sous-estimé la force de son caractère. Mike avait été trop préoccupé par ses propres peurs et préjugés pour voir James tel qu'il était réellement. Merde, murmura Mike en se frottant les tempes. Je dois admettre que je me suis trompé sur toi. James esquissa un léger sourire.
Ce n'est pas une question d'avoir raison ou tort, Mike. C'est une question de faire ce qui est juste. Avant qu'il ne puisse poursuivre, le téléphone sonna. Mike décrocha, son visage se durcissant au fil de la conversation. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda James, sentant l'urgence dans son ton. « Ils l'ont divulgué, » dit Mike, sa voix tendue. « Les preuves. Quelqu'un du département les a fait sortir. C'est partout dans les médias. » Le cœur de James s'emballa en réalisant les implications. L'accident. L'implication de Whitmore. Toute la ville découvrait maintenant la vérité. Le public était outré, et soudain, l'enquête n'était plus une bataille secrète et silencieuse, c'était un spectacle public. Le téléphone sonna de nouveau, et la mâchoire de Mike se contracta. Ce n'est plus seulement à propos de nous. Ils vont venir pour nous deux. À cet instant, James comprit la gravité de la situation. Ils n'étaient plus simplement des enquêteurs à la recherche de justice, ils étaient devenus l'histoire elle-même. Les enjeux avaient atteint des sommets qu'ils n'auraient jamais imaginés. Leur vie n'était plus entre leurs mains. La ville les observait, et chacun avait choisi son camp. Pour le meilleur ou pour le pire, James et Mike étaient désormais sous les projecteurs. À la suite de la fuite, la gravité de la situation s'abattit lourdement sur James et Mike. La ville était en effervescence après la révélation de l'accident mortel et l'indignation publique était palpable. Ce n'était plus seulement une question de vérité, mais une lutte pour leur survie. James savait que dénoncer la corruption était la bonne chose à faire, mais il comprenait aussi que les conséquences seraient inévitables. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Assis dans la lumière tamisée du garage, le bourdonnement d'un vieux ventilateur peinant à briser l'épaisse tension ambiante, James fixa Mike de l'autre côté de la table. Tous deux étaient sur les nerfs, leurs visages marqués par l'épuisement, mais leurs regards révélaient une détermination silencieuse. « On ne peut plus rester là à attendre », déclara James d'une voix résolue. « La ville est déjà en pleine tourmente. Si on ne prend pas les devants, quelqu'un d'autre le fera, et ils nous écraseront. » Mike hocha lentement la tête, ses pensées se perdant dans les complexités de ce qu'il s'apprêtait à faire. « Je sais. Mais aller en public, ça veut dire qu'on s'expose à tous les dangers. Tu penses qu'on est prêt pour ça ?» James soutint son regard sans fléchir. « On n'a pas le choix. Si on reste silencieux, ça deviendra encore plus dangereux. Whitmore nous menace déjà. Chaque jour qu'on attend, on lui donne plus de pouvoir. » Mike s'adossa à sa chaise, se frottant la mâchoire en réfléchissant à leurs options. Aller en public signifiait quitter les ombres et entrer sous les projecteurs. Cela impliquait de faire appel aux médias, aux leaders locaux et à tous ceux prêts à écouter. Mais cela signifiait aussi se mettre à dos les forces impitoyables qui avaient réduit les autres au silence avant eux. On aura besoin d'aide, finit-il par dire. On ne peut pas affronter Whitmore et ses hommes seuls. Il faudra contacter les médias. Mais ça va être une guerre. James acquiesça, le poids de la décision pesant lourd sur ses épaules. Alors faisons-le. Assurons-nous que les gens sachent ce qui se passe vraiment. Au cours des jours suivants, leur stratégie prit forme. Ils contactèrent des journalistes locaux, des leaders communautaires et des militants connus pour dénoncer depuis longtemps les injustices dans la ville. Les médias, d'abord hésitant à s'attaquer à une figure aussi puissante que Whitmore, ne purent finalement ignorer la pression croissante du public. James et Mike rencontrèrent les journalistes dans l'arrière-salle du dîner, où les murmures sur la corruption circulaient depuis des années sans jamais voir le jour. Ils fournirent tout ce qu'ils avaient, preuves, photos, enregistrements et témoignages. Sous la pression d'une population outrée, le journal local accepta de publier un article révélateur sur l'accident mortel, impliquant Whitmore et la corruption systémique qui avait permis d'étouffer l'affaire pendant si longtemps. Le cœur de James battait à tout rompre en voyant l'histoire se dérouler. Cela ressemblait à une victoire, mais ce n'était que le début. Il restait encore tant à faire, et la partie la plus dangereuse de la bataille ne faisait que commencer. Whitmore riposterait, il le faisait toujours. Alors qu'il travaillait sans relâche pour rallier des soutiens, la relation fragile entre James et Mike commença à évoluer. Ils apprirent à voir l'un et l'autre sous un nouveau jour, reconnaissant la force qu'ils trouvaient dans leurs différences. Mike, qui avait toujours été un homme de devoir,
attaché à son rôle d'officier, dut affronter les fissures du système qu'il avait ignorées pendant des années. Désormais, il les affrontait de front, aux côtés de quelqu'un qui avait vécu toute sa vie en affrontant ces mêmes préjugés. Je ne comprenais pas avant, tu sais, admit Mike un soir, alors qu'il marchait dans une ruelle derrière le dîner, à l'abri des regards indiscrets. Je ne voyais pas ce que tu vivais, James. Tout ce que je voyais, c'était un gars qui ne rentrait pas dans le moule de ce que je pensais être normal. James s'arrêta, prenant une profonde inspiration pour digérer les mots de Mike. Il avait entendu de nombreuses excuses au fil des années, mais celle-ci était différente. Ce n'était pas qu'une reconnaissance, c'était un moment de compréhension réelle. Je comprends, répondit James d'une voix calme mais ferme. La plupart des gens ne voient pas. Ils ne comprennent pas combien c'est épuisant de simplement survivre. Chaque jour, tu dois prouver que tu es plus que ce qu'ils pensent que tu es. Mike baissa les yeux, les mains enfoncées dans ses poches. Je n'ai jamais voulu faire partie de ce système, James. Je pensais faire le bien en appliquant la loi, mais maintenant, je vois à quel point c'est biaisé. Tout ça, c'est juste pour maintenir les puissants au pouvoir, peu importe qui ça détruit. Le silence s'installa entre eux, mais il y avait un sentiment de libération, une percée que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Ils ne se battaient plus seulement contre le système, ils se battaient l'un pour l'autre, avec un objectif commun et une même soif de justice. On fait ça ensemble, déclara James en regardant Mike droit dans les yeux. J'ai besoin de toi dans cette bataille, Mike. J'ai besoin que tu vois ce que je vois. On ne peut pas gagner si on ne se fait pas confiance. Mike hocha la tête, son expression s'adoucissant. Je te fais confiance. Je suis avec toi. Pour de vrai. Dans les jours qui suivirent, leur campagne pour la justice prit de l'ampleur, tout comme leur connexion. Ils assistèrent à des réunions de quartier, parlèrent à des leaders communautaires et utilisèrent chaque plateforme disponible pour attirer l'attention sur l'affaire. Le pouvoir de Whitmore, bien qu'encore imposant, commença à s'effriter sous le poids des regards scrutateurs. Les habitants de la ville, autrefois divisés par des lignes raciales et politiques, commencèrent à s'unir derrière leur cause. La pression sur Whitmore augmenta, et ses soutiens commencèrent à faiblir. Pour la première fois, un changement semblait possible. Mike, quant à lui, n'était plus seulement l'officier pris entre son devoir et ses préjugés. Il était devenu un allié, prêt à se battre pour la justice, même si cela signifiait s'opposer au système qu'il avait autrefois défendu sans question. James, de son côté, retrouvait un espoir renouvelé. Il ne se battait plus seulement pour lui-même ou pour l'héritage de sa famille, mais pour sa communauté et pour l'avenir. Il ne s'agissait plus uniquement de dénoncer la corruption, il s'agissait de démanteler les murs qui les avaient divisés si longtemps. Leur partenariat, autrefois marqué par la méfiance et la tension, s'était transformé en une force puissante. En comprenant les luttes de l'autre, ils avaient trouvé un terrain d'entente dans leur combat commun. Ensemble, ils n'étaient plus seulement deux hommes cherchant à corriger une injustice, ils étaient devenus une force impossible à ignorer. À mesure que les révélations sur l'accident mortel se répandaient dans la ville, la tension entre les habitants devenait insoutenable. James et Mike regardaient, incrédules, la communauté autrefois unie se diviser en deux camps distincts. D'un côté, ceux qui soutenaient James et Mike, des citoyens qui, depuis longtemps, soupçonnaient que quelque chose clochait et qui étaient prêts à se battre pour la justice. De l'autre, les loyalistes, ceux qui avaient bénéficié du système corrompu ou qui avaient trop peur de s'opposer à l'ordre établi. Les commerces locaux, autrefois piliers de la communauté, se retrouvaient maintenant pris entre deux feux. Certains propriétaires affichaient ouvertement leur soutien à l'enquête, tandis que d'autres préféraient garder leur distance, redoutant les représailles de Whitmore et de ses alliés. Même le dîner local, où James et Mike avaient passé tant d'heures à élaborer leur plan, devint un champ de bataille de conversations chuchotées et de regards glacials. James et Mike, autrefois alliés réticents, étaient désormais propulsés sous les projecteurs. Leurs moindres faits et gestes étaient scrutés, et le poids des attentes pesait lourdement sur eux. Le soutien qu'ils avaient gagné semblait fragile, et la peur de ce qui pourrait arriver ensuite était palpable. De son côté, Whitmore n'était pas resté inactif. Suite à l'exposé, son empire commençait à s'effondrer, mais il n'allait pas se laisser faire sans se battre. Les enjeux étaient plus élevés que jamais,
sa réputation, sa richesse et son pouvoir étaient en jeu. Plus l'enquête avançait, plus il devenait désespéré. Et maintenant, il préparait sa fuite. James et Mike apprirent que Whitmore comptait quitter la ville en pleine nuit, sans doute pour disparaître avant que les autorités n'agissent. Mais cette fois, James ne comptait pas le laisser s'échapper. Il ne pouvait pas, il le devait à lui-même, à son père et à la communauté qui avait tant souffert. Monte dans la voiture, pressa Mike alors qu'il courait vers la voiture de police, le cœur battant à tout rompre. La chasse allait commencer. Ils avaient localisé Whitmore en périphérie de la ville, là où sa voiture, moteur allumé, était prête à partir. Ils l'aperçurent au loin, se dirigeant vers le véhicule, mais en les voyant arriver, il prit la fuite en courant vers la forêt dense qui bordait la route. On ne peut pas le laisser filer, lança James entre ses dents serrées, sa détermination évidente. Mike enclencha la vitesse et répondit d'une voix tendue, « Reste près de moi. Ne le perds pas. » La poursuite était lancée. Ils roulèrent à toute allure sur les routes étroites, les pneus crissant à chaque virage serré, poussant le véhicule à ses limites. Le bruit des moteurs s'effaçait derrière la montée d'adrénaline qui les submergeait. Chaque seconde comptait. Si Whitmore leur échappait maintenant, tout ce qu'ils avaient accompli, les preuves, la vérité, serait perdu. La forêt se profilait devant eux, ses branches sombres et emmêlées projetant de longues ombres sur le chemin de terre. Les phares de la voiture de police perçaient l'obscurité, éclairant leur route. Alors qu'ils quittaient la route principale, James agrippa la poignée de la portière, son cœur battant à tout rompre. « C'est là », murmura Mike, un ton d'urgence dans la voix. « Il est coincé. » En s'approchant d'une clairière dans la forêt, les phares illuminèrent Whitmore juste devant eux. Il était presque arrivé au bord d'un petit ravin, et il n'avait plus d'échappatoire. La poursuite touchait à sa fin. Whitmore se retourna pour leur faire face, levant les mains en signe de reddition, mais son expression était empreinte de défi, non de peur. « Vous pensez avoir gagné » lança-t-il, la voix chargée de colère. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous attaquez. Vous ne pouvez pas me faire tomber. » « Pas comme ça. » James et Mike descendirent de la voiture, le poids du moment s'imposant à eux. Ils l'avaient acculé. Il n'y avait plus d'issue pour Whitmore. Mais en s'approchant, James ressentit un malaise. Ce n'était pas seulement une question d'arrêter l'homme qui avait causé tant de souffrance, c'était une question de principe, de ce qu'il choisirait d'être en cet instant. Le visage de son père lui revint en mémoire, cet homme qui lui avait appris à vivre avec intégrité, à montrer de la compassion même dans les moments les plus difficiles. Son père avait été un homme de force, mais aussi de bonté. James l'avait vu affronter d'innombrables injustices, et pourtant, il avait toujours choisi de dépasser sa colère pour trouver une paix dans la compréhension. James se retrouvait maintenant au même carrefour. Il pouvait céder à la rage qu'il habitait depuis des années, enfin libérer cette frustration accumulée. Ou bien, il pouvait emprunter un autre chemin, celui que son père avait tracé, et choisir la clémence plutôt que la vengeance. Saisissant le changement dans l'atmosphère, Whitmore fit un pas en avant, ses yeux se plissant. « Tu crois vraiment que tu vaux mieux que moi, railla-t-il. C'est moi qui ai construit cette ville. Tout ici m'appartient. Sans moi, tu n'es rien. » James sentit une vague de colère monter en lui, les années de préjugés et d'injustice remontant à la surface. Il avait envie de riposter, de prendre les choses en main et de punir l'homme qui avait causé tant de mal. Mais, à cet instant, les paroles de son père lui revinrent en tête, astérisque, l'homme le plus fort n'est pas celui qui frappe le plus fort. C'est celui qui sait s'élever au-dessus. Astérisque. Mike, à ses côtés, observait l'échange. Il pouvait voir la lutte intérieure de James. La décision lui appartenait. James s'approcha de Whitmore, la mâchoire serrée, le corps tendu. Le monde semblait s'arrêter un instant sous le poids de la décision à prendre. Il pouvait mettre un terme à tout cela ici, dans un acte de rétribution. Ou bien, il pouvait rester fidèle aux principes qui avaient toujours guidé sa vie, même dans les moments les plus sombres. Le silence entre eux était assourdissant. La main de James tressaillit à son côté, prête à agir, lorsque soudain, le bruit des sirènes se fit entendre au loin. Les renforts arrivaient, et le temps était compté. Le cœur de James battait à tout rompre.
La décision devait être prise, et rapidement. Agirait-il avec vengeance ou retenue? Emprunterait-il le chemin de son père ou céderait-il à la colère qui avait été si souvent sa compagne? La question restait suspendue dans l'air, sans réponse. Astérisque à suivre, astérisque. James se tenait là, la tension dans son corps palpable, regardant Whitmore puis Mike. Les sirènes se faisaient de plus en plus proches, annonçant l'arrivée des renforts, mais pour James, ce moment était plus qu'une simple fin de poursuite. C'était un choix décisif, un choix qui allait non seulement influencer le cours de sa vie, mais aussi marquer son héritage et l'avenir de la communauté. Whitmore, haletant, restait défiant, ses yeux remplis de rage. « Tu penses être un héros ?» cracha-t-il, sa voix rauque de fatigue. « Tu ne comprends pas ce que ça prend pour survivre dans ce monde. Tu ne gagneras jamais. Tu ne me feras pas tomber. » La main de James, qui était serrée en un poing, se détendit lentement. Il était tenté de laisser la colère prendre le contrôle et de finir ce qu'ils avaient commencé. Mais il pensa alors à son père, aux leçons qu'il en avait tirées. Son père croyait toujours au pouvoir de la compassion et à l'importance de se battre pour ce qui était juste, peu importe la difficulté. Il lui avait appris que la force ne venait pas de la lutte, mais du choix de la paix dans les moments de conflit. « Je ne suis pas là pour la vengeance », dit James d'une voix calme. « Je suis là pour m'assurer que la justice soit rendue. Et cela signifie laisser la loi faire son travail, pas prendre les choses en main. » Mike, qui se tenait à côté de James, le regarda avec une nouvelle compréhension. Il n'y avait aucune hésitation dans les paroles de James, aucun signe de doute. Il avait pris une décision, et elle était ancrée dans ses principes, dans la fondation même que son père lui avait transmise. Mike avait vu de ses propres yeux combien James avait lutté, combien il avait été tenté d'agir par colère. Mais maintenant, il voyait autre chose, un homme qui s'était vraiment élevé au-dessus de la douleur et de la frustration des années d'injustice. D'un hochement de tête ferme, Mike se tourna vers Whitmore, sa voix dure et résolue. « Tu viens avec moi. » La défiance de Whitmore s'effondra lorsqu'il comprit qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Il savait que le jeu était fini. Avec l'arrivée de plus de policiers et les preuves accablantes que James et Mike avaient découvertes, son destin était scellé. La police l'arrêta rapidement, et lorsqu'ils lui passèrent les menottes, la gravité de la situation s'abattit sur la ville. La communauté, qui avait été divisée pendant si longtemps, commença à changer. La nouvelle des actions de James se répandit comme une traînée de poudre, et les gens commencèrent à le regarder sous un autre jour. Le dîner local, où James et Mike avaient passé tant d'heures à discuter de l'affaire, devint un symbole du changement dans les dynamiques de la ville. Les gens commencèrent à se rassembler là, non plus pour parler des anciennes divisions, mais pour discuter de comment ils pouvaient travailler ensemble pour l'avenir. Le businessman Whitmore fut arrêté et inculpé pour plusieurs délits, dont la corruption et l'accident mortel. L'enquête révéla ses liens profonds au sein du département de police, mettant à jour un réseau de policiers corrompus qui avaient longtemps été complices de ces manœuvres. La découverte secoua la ville, et le département de police fut contraint de faire face à ses propres problèmes. Les policiers qui avaient fermé les yeux sur les activités illégales de Whitmore furent renvoyés, et une nouvelle direction prit les rênes, déterminée à restaurer l'intégrité au sein de la force. Mais le véritable changement vint du cœur des gens. Ils avaient vu le courage et l'intégrité de James de leurs propres yeux, et cela les inspira à prendre position contre les systèmes qui avaient permis à la corruption de prospérer. La ville, bien que marquée par son passé, entama le long processus de guérison. Cela ne se ferait pas du jour au lendemain, mais le travail était lancé. James se tenait devant l'hôtel de ville, sa mère à ses côtés, regardant les habitants se rassembler. L'héritage de son père vivait à travers lui, pas seulement dans les leçons qu'il lui avait données, mais dans les choix que James avait faits. Il avait choisi d'agir avec honneur et de mettre les autres au-dessus de sa propre douleur. C'était ce type de force qui avait défini son père, et maintenant, c'était à James de le transmettre. Alors que la foule se dispersait, Mike s'approcha de lui. Il y avait un poids dans ses pas, une reconnaissance silencieuse de ce qu'ils avaient traversé ensemble. « Tu as fait ce qu'il fallait », dit Mike, sa voix basse mais sincère. James hocha la tête. « Nous avons fait ce qu'il fallait. » À ce moment-là, les derniers obstacles entretombèrent. Ils venaient de mondes différents,
avaient des expériences différentes, mais ils avaient appris à se respecter. Ils avaient trouvé un terrain d'entente dans leur quête commune de justice. La mère de James, debout à côté d'eux, posa une main sur son épaule. « Ton père serait fier de toi, » dit-elle doucement. James la regarda, son cœur rempli de gratitude et de tristesse. La disparition de son père avait laissé un vide dans sa vie, un vide qui ne pourrait jamais être vraiment comblé. Mais à cet instant, il réalisa que l'influence de son père continuerait toujours de le guider, peu importe où la vie le mènerait. Alors que le soleil se couchait sur la ville, projetant une lueur chaude sur les rues, James et Mike marchaient côte à côte, sachant que le travail était loin d'être terminé. Mais ils avaient fait les premiers pas vers un avenir meilleur. Ils avaient choisi la justice, non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute la communauté. Et c'était là la plus grande victoire de toutes. Au fur et à mesure que les jours passaient, le poids de ce qui s'était passé dans la ville commençait à s'installer dans le cœur de ceux qui avaient été témoins de la transformation. L'arrestation de Whitmore n'avait été que le début, ce qui suivit fut un lent mais significatif changement dans la manière dont les habitants se percevaient les uns les autres. C'est au cours d'un moment tranquille, un après-midi, que James et Mike se retrouvèrent ensemble dans le dîner local, réfléchissant à tout ce qu'ils avaient vécu. L'espace entre eux s'était réduit au fil du temps, les murs de méfiance et de malentendus s'effritant lentement alors qu'ils travaillaient ensemble vers un objectif commun. Mike remuait son café distraitement, le bruit de la cuillère contre la tasse en céramique rompant le silence. Son expression était pensive, ses yeux lointains, comme s'il était en train de traiter tout ce qui avait changé en si peu de temps. James, assis en face de lui, sentait la profondeur de ses pensées, mais Mike n'était plus l'homme qui se tenait rigide dans ses préjugés. Il avait trop vu, trop appris, pour rester le même. « Tu sais, » commença Mike lentement, sa voix plus douce que d'habitude, « je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais là, en train de parler à un homme comme toi. » Il marqua une pause, cherchant les bons mots. « J'ai passé la majeure partie de ma vie à voir le monde d'une certaine manière en fonction des choses qu'on m'a enseignées, de ce que je croyais être juste. Mais toi, tu m'as montré quelque chose de différent. » James le regarda, son expression ouverte. Il avait toujours su que des hommes comme Mike existaient, des hommes dont le cœur avait été durci par des années d'expérience et par le monde dans lequel ils avaient grandi. Mais il savait aussi que personne n'était au-delà de la rédemption, que le changement était possible si les gens étaient prêts à ouvrir leur cœur. « Je ne l'ai pas fait pour ton approbation, » dit James, d'un ton calme mais sincère. « Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Je ne m'attendais pas à ce que tout change du jour au lendemain, mais si tu veux vraiment faire une différence, ça commence par être honnête avec toi-même et avec les autres. » Mike hocha la tête, absorbant les paroles de James. « J'ai passé des années à enseigner à mon fils ce que je pensais être juste, » dit-il, la voix lourde de regret. « Mais je vois maintenant que je me suis trompé. J'ai été aveugle aux luttes des autres, à la douleur qu'ils ont vécue. Je l'ai échoué sur ce point. » James posa sa main sur la table, un geste de solidarité. « Il n'est jamais trop tard pour changer. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est de les reconnaître et d'essayer de faire mieux. » Mike regarda James avec un nouveau respect. « Tu as raison, » dit-il. « J'ai beaucoup de travail à faire avec mon fils. Mais te voir, comment tu as géré tout ça avec grâce et intégrité, eh bien, ça m'a fait réaliser que la meilleure façon de lui apprendre, c'est en lui montrant, pas juste en lui parlant. » James sourit, une fierté silencieuse gonflant sa poitrine. « Je pense que tu es déjà sur la bonne voie. Ce n'est pas facile, mais si tu continues d'essayer, tu y arriveras. » À ce moment-là, la porte du dîner s'ouvrit, et quelques visages familiers entrèrent, les gens qui étaient restés aux côtés de James pendant toute l'épreuve. La tension qui avait longtemps pesé sur la communauté commençait à se dissiper, remplacée par un optimisme prudent. Les conversations avaient commencé, difficiles et maladroites au début, mais lentement elles cédaient la place à la compréhension. Les voisins, qui avaient été divisés par la race, par d'anciennes rancœurs, par des malentendus, commençaient maintenant à se parler. Ils commençaient à voir au-delà de la couleur de la peau des autres, au-delà de l'histoire qui les avait séparés, et à se concentrer plutôt sur ce qu'ils avaient en commun, le désir de paix, de justice, d'un avenir meilleur. Mike se leva de la table, un sentiment de détermination s'installant en lui. «
Je dois aller parler à mon fils, dit-il, la voix stable mais teintée d'émotion. Il est temps que je commence à lui montrer ce que ça signifie vraiment se battre pour ce qui est juste. James lui fit un signe de tête approbateur. Bonne chance, Mike. Tu fais ce qu'il faut. Alors que Mike quittait le dîner, James resta encore un moment, observant les gens autour de lui, observant le changement subtil mais significatif dans leurs interactions. La ville était en train de guérir, mais c'était un processus qui prendrait du temps. Les dommages causés au fil des années ne pouvaient être effacés du jour au lendemain, mais il était clair qu'un nouveau chapitre était en train de commencer. Le passé ne pourrait jamais être complètement effacé, mais l'avenir était quelque chose qu'ils avaient tous le pouvoir de façonner. Le téléphone de James vibra dans sa poche, le tirant de ses pensées. C'était un message de sa mère, astérisque, nous sommes fiers de toi, mon fils. Ton père le serait aussi. Astérisque. James sourit, sentant une chaleur se répandre en lui. Ce furent les leçons de son père qui l'avaient guidé, non seulement à travers les moments les plus difficiles de l'affaire, mais à travers sa vie. Son père avait toujours cru en la puissance de la compréhension et de la gentillesse, et maintenant, à travers ses actions, James avait honoré cet héritage. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur dorée sur la ville, James se leva et se dirigea vers la porte. Il n'était pas sûr de ce que l'avenir lui réservait, mais il savait qu'en dépit de tout, il avait pris le bon chemin. Le travail n'était pas terminé, et il y aurait encore des défis à relever, mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentait un sentiment de paix. Il avait fait ce qu'il pouvait, et il avait fait une différence, pas seulement dans le monde, mais dans le cœur des gens autour de lui. La communauté commençait à guérir, une conversation à la fois. Et James, avec Mike à ses côtés, était prêt à continuer l'œuvre de son père, se levant pour la justice, la compassion, et la croyance que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours de l'espoir. Le soleil se couchait bas sur la ville alors que James se tenait au bord du parking du commissariat, une foule silencieuse rassemblée devant lui. Le moment semblait irréel, presque trop grand pour un homme qui n'avait jamais cherché à être sous les projecteurs. Pourtant, le voilà, au milieu d'une présentation publique d'excuses et de reconnaissance de la part du département de police. Le maire se tenait à ses côtés, offrant des excuses officielles au nom de la ville, affirmant que le département avait échoué envers James par le passé et que c'était à eux de s'assurer que la justice soit rendue. Les policiers, dont certains l'avaient autrefois regardé avec suspicion, se tenaient maintenant en arrière-plan, hochant la tête en signe d'accord. Mike, qui se tenait aux côtés de James, affichait une expression de fierté tranquille. La foule murmurait en signe d'approbation, et pour la première fois, un sentiment d'unité régnait là où il y avait auparavant de la division. James avait fait plus que laver son honneur, il avait rappelé à tous l'importance de faire ce qui était juste, même lorsque le chemin n'était pas facile. Lorsque le maire eut terminé ses discours, les applaudissements résonnèrent dans l'air, mais c'est la voix de Mike qui s'éleva bientôt au-dessus de la foule. Il s'avança vers le micro, son visage sérieux et déterminé. C'était son tour de parler, de faire amende honorable devant la même communauté qu'il avait servi autrefois sans vraiment comprendre. J'ai passé trop d'années à voir le monde à travers le prisme de ma propre perspective limitée, commença Mike, sa voix stable, bien qu'un tremblement d'émotion fût perceptible sous la surface. J'ai laissé mes préjugés obscurcir mon jugement, et j'ai échoué de manière que je ne pourrai jamais effacer. Mais je me tiens ici aujourd'hui, et je vous promets une chose, je serai un meilleur policier. Je travaillerai à comprendre les gens que je sers, non seulement comme des citoyens, mais comme des êtres humains avec des histoires, des luttes et des rêves qui leur sont propres. James m'a montré que la seule voie à suivre passe par l'empathie, par la gentillesse, et par le fait de se lever pour ce qui est juste. Et je vais me consacrer à ce chemin, peu importe la difficulté. La foule éclata de nouveau en applaudissements, mais cette fois, le bruit semblait différent, ce n'était pas juste de l'approbation, c'était une guérison collective. Mike, autrefois symbole des défauts du système, était désormais devenu un symbole de rédemption, ses mots résonnant comme un engagement à changer. Plus tard dans la soirée, lorsque l'événement touchait à sa fin, James s'éloigna discrètement de la foule. Il n'avait pas besoin de l'attention, pas besoin de se vautrer dans la nouvelle admiration qu'il recevait. Il n'y avait qu'un seul endroit où il devait être. Le cimetière était calme, l'air frais à mesure que la nuit tombait.
Il marcha lentement entre les pierres tombales, le bruissement des feuilles sous ses pieds étant le seul bruit. Lorsqu'il arriva à la sépulture de son père, il s'arrêta. Son cœur était lourd, mais il y avait aussi de la paix, là. Il s'agenouilla près de la tombe, déposant un petit bouquet de fleurs sauvages sur le sol. Après un long moment de silence, il prit une grande inspiration et sortit un petit papier de sa poche. Son écriture était stable, bien que ses émotions fussent profondes. Il posa le papier sur la tombe avec beaucoup de soin. « J'espère t'avoir rendu fier, disait-il. Pendant un instant, James resta là, réfléchissant au chemin qu'il avait amené ici, les luttes, la douleur, les moments de doute. Mais à travers tout cela, il n'avait jamais abandonné. Il était resté fidèle aux leçons que son père lui avait enseignées, et ce faisant, il avait fait plus que laver son nom. Il avait montré à sa communauté, et peut-être, plus important encore, à lui-même que les valeurs de justice, de gentillesse et d'intégrité n'étaient pas seulement des idéaux à poursuivre, mais des manières de vivre qui pouvaient changer le monde. Alors qu'il se levait pour partir, James jeta un dernier regard à la tombe. Le soleil couchant baignait le paysage d'une lumière dorée, projetant de longues ombres à travers le cimetière. C'était comme si le monde lui-même offrait son propre et silencieux hommage, un sentiment que le chapitre était clos, mais que l'histoire était loin d'être terminée. James s'éloigna de la tombe, un sentiment d'accomplissement s'installant en lui. L'héritage de son père n'était plus seulement un souvenir, c'était une partie vivante et respirante de ce qu'il était. Et alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, il savait que l'avenir, bien qu'incertain, était plus lumineux. Le travail n'était pas terminé, il y aurait toujours de nouveaux défis, de nouvelles luttes à surmonter. Mais en cet instant, James ressentait une paix profonde. Il avait fait ce qui était juste. Et dans cela, il y avait de l'espoir, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Le ciel s'assombrissait, les étoiles commençant à apparaître au-dessus de lui, un doux rappel que le chemin vers la guérison et la compréhension, bien qu'il fût long et souvent difficile, en valait la peine. Et alors que la nuit prenait entièrement possession de la ville, James marcha en avant, prêt à accueillir ce qui viendrait, les leçons de son père le guidant, son cœur ouvert, et l'avenir devant lui, plein de promesses.